Bonsoir, bienvenue dans cet entretien qui ressort pour vous Monsieur Fodé Mohamed Souman. Il est le président de la GCI, entendez Génération Citoyenne, un parti qui a pris part à la dernière présidentielle. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir à vous. Bienvenue dans cet entretien. C'est un plaisir. Alors, une première invitation. Ok. Après la présidentielle de 2010, nous avons assisté à une reconfiguration du paysage politique national. Il y a eu beaucoup de mutations. Votre parti est quand même resté dans le camp de l'opposition. Expliquez-nous ce premier choix. Ce choix part du fait que nous avons perdu à la présidentielle. Nous avons été dans une alliance qui a perdu. Il était tout à fait normal que nous nous inscrivions dans la logique de l'opposition. Donc nous sommes membres fondateurs de l'opposition dite républicaine, mais à l'époque c'était le collectif. Et donc, mais que nous avons quitté il y a quelques temps suite à des soubresauts à l'avant-veille de la campagne. Mais sinon, nous sommes toujours dans l'opposition, bien qu'ayant quitté l'opposition républicaine. D'accord. Mais la question que beaucoup de citoyens se posent maintenant, c'est pourquoi, après avoir porté les mêmes croix que vos pères de l'opposition, vous les avez quittés à la dernière minute? Ça relève d'un choix politique, d'une stratégie d'ensemble que nous avions mise en place. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que les faits nous donnent raison, nous, la GCI, mais j'estime qu'en allant vers ces élections, il fallait que nous puissions déplacer vraiment cette force au sein de l'opposition et au sein de l'opinion publique en majorité sur les bancs de l'Assemblée. Ceci entendait bien sûr aller ensemble, en ordre groupé, vers ces législatives, en ayant des candidatures bien identifiées, soutenues par tout le monde, afin d'éviter de nous marcher sur les pieds. Vous parlez des alliances électorales. Des alliances, afin d'éviter qu'on se marche sur les pieds, et surtout, donner la chance à certains de nos pairs de pouvoir figurer sur une liste nationale commune, afin que nous puissions être la prochaine majorité sur les bancs de l'Assemblée. Et donc nous étions en plein pour parler pour ce faire. Et j'étais à Paris au dernier moment, pendant qu'on négociait vraiment pour ce qui était censé pouvoir nous rendre forts sur les bancs de l'Assemblée. Eh bien, les gens avaient leur liste sous le manteau, ce qui fait que la GCI en 48 heures n'a pas pu introduire sa liste personnelle, parce que nous étions partis sur la base vraiment de l'opposition. Et donc nous avons estimé que c'était une forme de lâcheté, parce que nous n'avons pas pu présenter notre liste. Ce qui a sauvé la GCI, c'est que j'avais décidé d'être candidat à l'uninominal à Kaloum. J'estime, en tout cas c'est la politique que je connais, un leader politique doit se battre à l'uninominal, non pas se réfugier en tête de liste. Parce que vous vous sentiez beaucoup plus proche des populations de Kaloum. Non, non, au-delà même de ce fait, c'est par principe. Je pense sincèrement que si on avait eu un Kassouri Fofana à Fourkaria, Abbé Silla à Kindia, Selou Dalin à Labé, Fodé Mohamed Souma à Kaloum, Sidia Touré à Bofa, Lansana Kouyaté et les autres, on aurait vraiment raflé la mise au niveau de l'uninominal et on aurait pu aider certains partis naissants comme le BL, etc., à se mettre sur la liste nationale. Eh bien, non, il y en a qui se sont trouvés trop beaux, trop riches ou trop populaires, et résultat des courses, eh bien, l'opposition aujourd'hui n'est pas majoritaire. Au-delà de tout ce que vous dénoncez, est-ce qu'il y avait des questions de positionnement? Parce que nous savons qu'il y a des partis, entre guillemets, baobab, auxquels beaucoup d'autres partis, et sûrement le vôtre, avait envie de s'accrocher pour pouvoir au moins glaner quelques sièges du côté de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous vous êtes senti négligé? Vous avez senti votre point de vue être rejeté par vos pairs? Est-ce qu'il y a eu cette question de positionnement qui a fait que vous avez pris du recul? Sincèrement, non. J'ai suivi des débats au niveau des radios. Nous avons des journalistes très compétents dans ce pays qui ont une lecture politique très en avant. Mais simplement, pour le cas-ci, c'est-à-dire que dès que vous avez une proposition novatrice, on dit c'est parce qu'ils n'ont pas de militants. Lorsque vous parlez de couplage des élections, lorsque vous parlez de décaler, aussitôt on parle on dit de vous que vous êtes un général sans troupes. Sincèrement, moi, en tout cas, tout le monde a vu la GCI à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un parti cabine téléphonique, parce que nous avons eu des milliers de voix à l'élection présidentielle. Nous sommes bien implantés à l'intérieur du pays. Non, ce n'était pas ça. Moi, pour une fois, je pense qu'il fallait penser à la Guinée. Ce qui manque dans ce pays,
c'est un réel contre-pouvoir. Et l'opposition actuelle pouvait représenter ce contre-pouvoir si on avait fait de la politique, si on avait pensé à l'équilibre des pouvoirs dans ce pays. Mais non, nous avons des gens, nous avons beaucoup plus de politiciens que de politiques, et c'est regrettable, c'est pourquoi nous n'avançons pas et nous tournons en rond. Mais sincèrement, la proposition de la GECI allait surtout dans le sens de déplacer ce capital que nous avions au niveau de l'opinion en force au niveau de l'Assemblée. Aujourd'hui, imaginez si on avait eu à l'uninominal rien que des cadors de l'opposition. On aurait raflé la majorité au niveau de l'uninominal. Et si on avait placé les autres partis et certaines personnes ressources sur les listes nationales, j'ai été même jusqu'à proposer que pour une fois, on oublie les partis et qu'on se range derrière une étiquette. Parce que notre loi dit que nous devons nous inscrire derrière une seule liste. C'est pas comme au Sénégal ou dans certains pays où vous pouvez monter une coalition. Eh bien, on pouvait s'accorder derrière un parti pour pouvoir glaner le maximum. Je vous dis, si on avait fait ce travail, on aurait eu au moins, au bas mot, 75% des députés. Ça n'a pas été le cas. Vous n'avez donc pas été entendu? Non seulement nous n'avons pas été entendus, mais nous avons été trahis. Trahi par qui? Trahi par la cause. Parce que, vous savez... Vous étiez au moins un peu proche d'un grand parti, d'un parti Baobab. Est-ce qu'il y a pas un parti spécifique qui vous a tourné le dos? Dans notre entendement, il n'y a pas... Le poids électoral ne se conjugue pas par rapport à l'élection présidentielle, ne se conjugue pas par rapport au passé, au vécu du leader, quel qu'il soit. Nous pensons qu'il faut réajuster, il faut équilibrer, il faut avancer. Et donc, pour avancer, il ne fallait pas qu'on se dise, on est derrière un parti, on est derrière un cadre, on est derrière... Non, un parti Baobab, non, un leader Baobab, non. Il fallait, pour une fois, qu'on oublie nos égos surdimensionnés, qu'on oublie nos comptes en banque et qu'on pense à la Guinée. Penser à la Guinée, pour moi, selon moi, c'est avoir un contre-pouvoir. C'est ce qui manque dans ce pays. Déjà, nous avons des institutions bancales qui fonctionnent et nous n'avons pas de contre-pouvoir. Et donc, aujourd'hui, tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains de l'exécutif et c'est un danger pour la démocratie. C'est le bon sens. Ce n'est pas seulement une vision de la GECI, mais c'est le bon sens. Dans tous les pays du monde, c'est l'équilibre des pouvoirs et la séparation qui permet au pays d'avancer. Et ce n'est pas le cas en Guinée. Vous ne me direz pas que vous ne vous attendiez pas à cela lorsque vous inhaliez les mêmes gaz lacrymogènes que vos pairs de l'opposition, lorsque vous receviez lors de ces manifestations les mêmes cailloux, les mêmes pierres. Est-ce que vous ne saviez pas que la scène politique est aussi faite de cela? Non. De coups tordus, de coups bas? Non. Vous ne vous attendiez pas du tout à cela? Non, je ne suis pas naïf. En politique, tous les coups sont permis. Oui. Mais pour une fois, je me suis dit que les gens vont penser à la Guinée. Pour une fois, on ne va pas s'attarder sur les intérêts personnels. Parce que ce pays va mal, il faut l'admettre. Et il faut des solutions. Il faut qu'on dépasse le constat. Et dépasser le constat, c'est faire des propositions. Donc, nous nous placions franchement dans la logique de la prospective. Essayer de créer un nouveau type de Guinéen, une Guinée nouvelle. Et ça demande aujourd'hui, en tout cas le constat aujourd'hui, que ça demande une transversalité multiethnique d'une part, et aussi transgénérationnelle. Il est temps qu'on... La recomposition politique, elle se fait politiquement sur les bancs de l'Assemblée, mais il est temps que dans l'opinion, ça se fasse. Et c'est surtout un appel que je lance à la jeunesse guinéenne qui est spectatrice alors qu'il faut qu'elle se transforme en acteur. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser ce pays choir. On ne peut pas accepter que la Guinée soit gouvernée de la même façon depuis 54 ans. Par les mêmes, non. Aujourd'hui, il faut que la donne, elle change. Il y a des partis politiques qui ont peut-être vu dans le même sens que vous. Je prends l'exemple du BL de Dr Faya Milimono qui, pour des raisons aussi qui lui sont propres, a décidé de ne pas prendre part à ce scrutin qu'il a jugé automatiquement, dont il connaissait déjà les résultats. Il savait que ce scrutin ne serait pas transparent. Vous auriez pu aussi avoir ce grand recul. Pourquoi vous n'avez pas pensé à cela? Non, je n'y ai pas pensé pour la simple et bonne raison que la proposition que je viens de vous faire était imparable. Quelles que puissent être les manœuvres frauduleuses ou les velléités de changer la donne. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des leaders qui sont imbattables dans leur fief. Eh bien, il fallait que ces leaders, au lieu de se réfugier sur la liste nationale, eh bien, aillent au charbon. Donc, ça n'a pas été fait. Si ça avait été fait, je suis sûr
qu'à l'uninominal, on aurait la majorité, et sur la proportionnelle, pareil. Donc c'est un calcul politique qui nous a fait participer, parce que nous étions sûrs que l'opposition était majoritaire dans l'opinion publique. Donc il fallait maintenant aller en rang serré, au lieu de se disperser comme on l'a fait. Vous attendiez un vote sanction de la part du peuple de Guinée contre ce pouvoir? Bien sûr. Ah, vous savez, la défaite du pouvoir dans les 5 communes est une réponse cinglante de ce que les Guinéens ont voulu porter comme message. Ils ne sont pas contents. Mais ce n'est pas non plus un succès pour l'opposition. Je dirais même que c'est un échec de l'opposition. Parce qu'on ne peut pas d'un côté avoir un pouvoir aux abois qui est totalement discrédité et ne pas pouvoir obtenir la majorité. Donc il n'y a pas de gagnant. Si ce n'est le peuple de Guinée qui a vraiment participé à cette élection, je crois qu'on a battu un record du monde parce que les élections législatives dans les pays que je connais, il n'y a pas de participation massive. Donc je crois que c'est une victoire pour le peuple et c'est pourquoi dans mes dernières interventions, j'ai exhorté mes amis de l'opposition républicaine de mettre balle à terre. Je crois qu'aujourd'hui, quand le vin est tiré, il faut le boire. Nous reviendrons sur cette décision de l'opposition républicaine. Mais dites-nous, vous ne vouliez pas que les partis membres de l'opposition d'un même bloc se fassent concurrence dans une même zone? Absolument. Mais vous êtes présenté du côté de Kaloum. Il y avait face à vous un candidat de cette même opposition. Il y avait 4 candidats de l'opposition. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas pensé à cela? Non, c'est parce que j'ai joué carte blanche très tôt. Mais puisque vous êtes senti trahi, vous vous êtes dit autant y aller. Non, c'est parce que le coup était déjà parti. J'ai annoncé à mes amis de l'opposition que j'étais candidat à l'uninominal à Kaloum. Pour ce faire, j'ai rencontré Selou, j'ai rencontré Sidia, j'ai demandé leur soutien, j'ai rencontré Abbé et j'avais le soutien de tous les 3. Donc j'étais imbattable. Il vous avait promis de ne présenter aucun candidat. D'ailleurs, les femmes de l'UFR sont même allées voir le président Sidia pour lui dire cette fois-ci, nous voulons la GC à Kaloum. Et donc, pour moi, c'était gagné d'avance. Tout mon problème, c'était de la même façon que j'étais sûr d'avoir gagné, que les autres leaders de l'opposition gagnent de la même façon et que nous ayons une liste qui nous permette d'être majoritaire. Parce qu'en étant majoritaire, ça poussait d'abord le pouvoir en face d'avoir un contre-pouvoir, mais aussi d'emmener le président de la République à une recomposition. C'est-à-dire à prendre en compte les nouvelles forces en présence à travers, non pas un remaniement, mais un gouvernement d'ouverture, amène pour le pays qui nous aurait sorti de cette gadoue. Alors, lorsque vous avez senti maintenant que votre proposition n'était pas du tout prise en compte, vous vous êtes présenté à Kaloum, vous avez senti, vous avez quand même compris sincèrement que vous n'aviez aucune chance, votre parti n'avait aucune chance. Sincèrement. Mais est-ce que vous avez pensé que face à autant de partis, je ne veux pas dire que la GC ne signifie rien, mais face à Baïda Ribo de l'UFR, qui est aussi proche, fils natif de Kaloum comme vous, et face à d'autres leaders, vous n'êtes pas dit, tiens, je sais que je n'ai aucune chance, autant me retirer de cette liste et faire des épargnes. Sincèrement, j'ai déposé ma candidature alors que j'étais hors du pays. Ma candidature d'abord avait été actée avec les autres leaders, j'ai obtenu leur accord et donc du coup c'est mon suppléant qui s'est occupé de déposer les dossiers et tout ce qui s'ensuit. Donc le coup était déjà parti. Mais même si le coup n'était pas parti, j'ai jamais rien raté de ma vie. Non, je me serais battu et j'ai pu vous dire que vous verrez les résultats. La GC a battu le RPG et l'UFR à Soro, à Tamara, dans certains bureaux de Tombo. Non. Et puis, un jeune parti comme nous qui réussit ce coup de force face au parti présidentiel, le parti qui est au pouvoir, et ainsi qu'un parti qui est là depuis la signature du décret présidentiel par le feu général Lansana Conté, non, c'est un honneur. Non, pour nous, les élections sont derrière nous. C'est pourquoi, dès que j'ai vu qu'au niveau des autres quartiers de Kaloum, on n'était pas bien placé, donc j'ai aussitôt admis notre défaite. Ça, c'était un coup politique pour donner un signal aux autres leaders et en même temps remercier ceux qui avaient voté pour nous. C'était donc un test pour vous, c'était un test pour la GC que de participer à cette élection. Je vous assure que j'étais sûr qu'on allait gagner. Vous étiez sûr de remporter? J'étais sûr de remporter. Malgré Baïdi, malgré les autres leaders? Vous savez, les Guinéens ne sont pas dupes. Mais simplement, je ne sais pas comment les gens
font la lecture politique ou lorsqu'ils sont dans les bureaux. Nous avons le parti présidentiel qui a été, comment dire, sanctionné. Deuxièmement, il y a un candidat qui a déjà été aux affaires, qui a été ministre, qui a été directeur. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Kalumka? Rien. Moi, j'arrivais en homme neuf, natif, donc je me suis dit que j'avais mes chances. Vous étiez un candidat, vous êtes un candidat même propre. Au-delà de la main propre, compétent. Je crois que ce pays a besoin de compétences. Ce pays, tant que la Guinée n'aura pas à sa tête les meilleurs fils et filles de ce pays, nous n'irons nulle part. Il est temps que la compétence et le mérite prennent le pas sur l'achat de conscience et la politique alimentaire. Alors, donc aujourd'hui, globalement, quelle analyse vous faites de ces élections législatives qui sont tenues le 28 septembre? Est-ce que vous regrettez d'y avoir participé? Est-ce que les résultats qui sont donnés par la Commission électorale nationale indépendante, est-ce que ces résultats vous rassurent d'une certaine avancée de notre jeune démocratie? Quel est votre point de vue? Bon, la première lecture, c'est le camouflet du parti présidentiel. C'est l'échec de l'opposition qui n'a pas pu transformer sa force en majorité. C'est un succès pour le peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je crois qu'il est temps que nous passions à autre chose. Il est temps de fermer la parenthèse de cette transition. Je le disais tout à l'heure, lorsque le vin est tiré, il faut le boire. Aujourd'hui, l'opposition ne devrait avoir que ses yeux pour pleurer, parce qu'elle n'a pas su faire de la politique. Et aujourd'hui, il faut qu'on passe à autre chose. Ce pays va mal. La souffrance s'est transformée en misère. On vient de fêter la fête la plus importante de la communauté musulmane. J'ai jamais vu autant de désarroi, de désespérance sociale. Les enfants, nous avons tous été jeunes. On sait que c'est le jour où tous les enfants, tous les jeunes musulmans portent une tenue nouvelle. Le jour de la rentrée scolaire, c'est le jour où on est dans son 31. Eh bien, tous ces repères commencent à disparaître. Ça veut dire aujourd'hui qu'il faut qu'on mette la Guinée en avant, qu'on se mette au travail, qu'on sache qu'un pays qui ne produit pas ne peut pas s'enrichir, un pays qui ne crée pas de richesse ne peut pas créer d'emplois. Nous avons aujourd'hui une majorité de jeunes qui sont à la recherche du premier emploi, des diplômés au chômage, des gens qui font des métiers pour lesquels ils n'étaient pas programmés. Je crois qu'il est temps qu'on se dise, le combat de la Guinée aujourd'hui, c'est d'abord la paix et la concorde d'un côté, et de l'autre le développement. Trop de politique tue la politique. Eh bien, il faudrait vraiment que les politiciens cèdent le pas aux politiques. Votre langage il est très beau, mais il semble avoir beaucoup changé, monsieur le Président. Un politicien qui n'évolue pas, un politique qui n'évolue pas, n'a qu'à changer de métier. Le manteau d'opposant, il a disparu. Ah, je suis toujours dans l'opposition. Dans quelle opposition? La même opposition avec vos mêmes pairs? Ah non. L'opposition républicaine s'est discréditée, s'est disqualifiée avec cette élection, c'est clair. Nous sommes maintenant dans l'opposition, nous allons essayer de créer une nouvelle force au sein de cette opposition, une force avec de nouvelles personnes. Je crois qu'aujourd'hui, face à cet échec, une recomposition s'impose. Mais où vous trouverez ce 109? Mais ce sont les mêmes visages, ce sont les mêmes têtes. C'est pourquoi j'en appelle à la jeunesse. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique. Tout simplement parce qu'ils disent, d'une façon, d'un revers de la main, ils sont tous pareils. Ou bien ça ne sert à rien. Eh bien aujourd'hui, nous voulons transformer cette jeunesse en jeunesse consciente, en génération consciente, en acteur et non pas en spectateur. Et je crois que ça va venir. Les intellectuels qui se murent dans un silence coupable, une démission collective, ça suffit. Il est temps que quiconque se sent citoyen investisse la cité. Et investir la cité, c'est s'engager politiquement. Et je crois qu'il y a énormément de place pour une nouvelle opposition, beaucoup plus conséquente avec elle-même et beaucoup plus regardante sur les intérêts supérieurs de la nation. Sincèrement, aujourd'hui, êtes-vous déçu par vos pairs de l'opposition? Déçu, c'est un mot trop fort. Quel regard vous portez? Je ne les calcule plus. C'est-à-dire que je les ai bannis de mes souvenirs. Non, aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Par exemple, on vient de finir les législatives, elles sont derrière nous. C'est fini, on prépare les communales. J'ai appartenu à l'opposition républicaine, c'est fini. Vous leur demandez à vos anciens pairs de l'opposition d'avaler la couleuvre. Je leur demande, sincèrement. Au nom d'une pauvreté, au nom d'une misère qui s'amplifie. Sincèrement, je ne suis pas en train de jouer au populisme.
je suis en train de dire une vérité qui me tient à cœur. Il est temps que ce pays bouge. Le slogan du RPG qui dit que le pays avance, voilà. On ne peut pas avancer si on ne bouge pas. Pour que ce pays bouge, il faut déjà qu'on puisse asseoir le principal paradigme de développement qui est la paix, la concorde. Tant qu'on n'aura pas la paix et la concorde, vous avez beau amener Fodé Mohamed Souma président, Obama président, rien ne se fera. Eh bien, il faut qu'on consolide cette paix et puis qu'on avance. Donc c'est pourquoi je leur dis, aujourd'hui, vouloir remettre en question cette élection qui a été financée à 100% par des étrangers, vouloir le remettre en question, mais qui va organiser les prochaines? Il n'y aura personne. Et puis les gens sont fatigués de la Guinée. Ça fait 3 ans que nous sommes en train de tourner en rond. Nous avons été à l'élection présidentielle le 28 juin 2010. La Côte d'Ivoire était en guerre, elle a fini sa guerre, installé son président, son assemblée, ses maires. Il y a eu 12 élections. Il y a même le Kenya qui vient d'organiser 6 élections le même jour. Le Mali qui est instable, qui a organisé ces élections. Franchement, je leur demande, ça suffit. Il faut que la Guinée avance. Eh bien, qu'on arrête un peu d'être méprisant et égoïste. Il faut qu'ils tournent la page. Ils n'ont pas eu la vista nécessaire pour vraiment mettre le RPG par terre. J'aurais dû vous écouter. Voilà. Et nous n'en serions pas là aujourd'hui. Voilà. Et donc maintenant, voilà, c'est pourquoi le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire. Voilà. Alors, dites-nous, puisque ça bouge beaucoup sur la scène politique nationale guinéenne, vous n'êtes pas en train de naviguer petit à petit vers la famille RPG Arc-en-Ciel par hasard? Sincèrement? Non. Puisque le langage, il a totalement changé. Non, le langage... Nous savons que le langage, beaucoup de politiques font cela. Non, le langage, il est Rien n'est statique en politique. Le langage, il est le même. Oui. À la seule différence de mes amis de l'opposition républicaine, il ne faut pas qu'on revienne encore en arrière parce qu'on pouvait changer la donne. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on appelle encore à des tueries, à des arrestations, à des procès, alors que le pays ne bouge pas. Au moment où je vous parle, tous les indicateurs économiques sont dans le rouge. Mais l'échec du président Alpha Condé, ce n'est pas seulement le succès de l'opposition, c'est l'échec de tous les Guinéens. Donc aujourd'hui, il faut qu'on passe à autre chose. Faut-il le laisser faire pour autant? Loin de là. Oui. C'est pourquoi il faut une opposition aujourd'hui qui soit là, qui soit prospective. Et puis, vous connaissez les résultats. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ce nombre de sièges au sein de l'Assemblée? Non, écoutez, ça aussi c'est une grande farce. Tout le monde sait qu'en Afrique, on n'organise pas des élections pour les perdre. Un. Deuxièmement, tout le monde sait que le vote des budgets et de tous des lois, ça se passe la veille de l'élection. Et la façon dont je vois mes pairs de l'opposition et de la classe politique fonctionner, je crois que les valises auront très vite raison des histoires d'équilibre, de majorité, de tout ce qui s'en suit. L'achat de conscience n'est pas exclu chez nos futurs députés? Non. D'accord. Alors, Monsieur Fodé Mohamed Souma, vous avez travaillé à Euronext, qui représente la 6e place financière au monde, si je ne me trompe pas. La première. La première place financière qui regroupe les 6 grandes places financières au monde. Ça fait quand même, c'est quand même quelque chose de très important pour un compatriote, et vous étiez apparemment très bien payé. Vous me disiez en offre le même salaire à l'époque que le président Chirac. J'étais mieux payé que le président. Vous étiez mieux payé que le président Chirac. Mais je ne le dis pas pour me valoriser. Oui. Tout le monde connaît les salaires de la haute finance. Parce qu'il faut beaucoup de Tout le monde connaît les salaires de la haute finance. Très bien. Mais avec tout cela, et toute la déception, parce que je sens un peu de déception en vous, avec tous ces coups bas, ces coups de poignard dans le dos, vous n'auriez dû pas... Est-ce que vous ne regrettez pas d'être devenu politicien? Est-ce que Fodé Mohamed Souma n'allait pas rester dans sa peau d'analyste financier, gagner honnêtement sa vie, vivre avec ses enfants, sa petite famille, et aider par d'autres méthodes sa nation, son pays? Ben, vous savez, c'était ma démarche de départ. J'ai créé une ONG qui a fait beaucoup de choses pour les Guinéens, Action citoyenne pour le développement intégré. Mais c'est vers la fin de la vie du président Lansana Conté, au vu de la déliquescence de l'État, que je me suis dit, il était temps d'entrer en politique. Parce que tant que vous êtes dans le domaine de la société civile, des associations, des ONG, vous ne pouvez rien faire. Personne ne m'a obligé, bien au contraire, mais je suis un homme de challenge.
je crois qu'arriver à un moment de votre vie où vous pouvez ne plus travailler jusqu'à votre mort, eh bien, si vous avez un challenge de venir développer votre pays, de venir contribuer à l'essor de votre pays, je pense qu'il faut le faire. Et donc, personne ne m'a forcé. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de milliards de dépensés depuis que je suis entré en politique d'implantation et l'élection présidentielle et législative. Mais bon, pour moi, la Guinée n'a pas de prix. Sincèrement, la Guinée n'a pas de prix et je ne regrette rien. Et s'il fallait recommencer, j'aurais commencé même plus tôt. Parce que j'ai comme l'impression d'avoir perdu trop de temps en Europe. Si vous avez un message à passer à vos pairs de l'opposition, à vos militants aussi et à vos sympathisants, que diriez-vous? Ben, d'abord, remercier les militants qui sont là, par conviction, qui ont voté pour nous, qui nous ont placés devant deux grands partis qui existent depuis, comme je le disais, depuis plus de 10 ans. Et donc, je pense déjà les remercier. Ensuite, demander à mes pairs de l'opposition vraiment qu'on passe à autre chose. Hein? Donc, aujourd'hui, peut-être qu'ils ont réussi à limiter la casse parce que je me suis toujours battu pour dire poussons le pouvoir à organiser les élections dans les délais impartis. Mais la réponse était non, on les empêche de frauder. Non, au lieu de les empêcher de frauder, obligeons-les. Parce que les lois sont là, les textes sont là, c'était 6 mois. Donc si on avait poussé le pouvoir à vraiment organiser les élections, on n'en serait pas là. On a essayé de limiter la fraude. Aujourd'hui, en tout cas, l'opposition est représentée. Donc je crois qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Il est temps qu'on en arrête avec les manifestations de rue, qu'on en finisse avec cette guéguerre qui fait que nous tournons en rond. Donc je leur demande vraiment de passer à autre chose, de préparer le communal, de préparer les présidentielles, faire en sorte que nous ayons un cycle des élections vraiment pérenne. Ça, c'est la troisième chose. Et puis vraiment féliciter mes compatriotes, leur dire qu'il est temps qu'ils agissent. Il est temps qu'ils se comportent en citoyens. Le mensonge d'État, le mensonge qui voudrait que la Guinée soit une famille, le mensonge qui voudrait que tout le monde crie et pleure à la paix, alors que l'impunité continue à régner en ciel ouvert, alors que l'injustice sociale ne fait que grandir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les citoyens s'impliquent dans les affaires de la cité. Ils viennent de le faire en votant massivement. Il est temps maintenant qu'ils demandent des comptes. Je crois qu'on est arrivé à un moment en Guinée où il faudrait que toute personne qui se présente à un poste électif ait des comptes à rendre en amont. Mais en aval, il faudrait déjà, à travers une enquête de moralité, à travers la traçabilité de son parcours professionnel, scolaire, qu'on voit s'il est capable. On ne peut pas être éligible uniquement parce qu'on a l'âge, on a l'argent. Il est temps qu'on tire les Guinéens vers le haut, vers la compétence. Il faudrait, en tout cas je souhaite, au niveau de l'Assemblée, que des lois soient votées pour qu'elles soient respectées. Lorsqu'on dit que le gouvernement doit présenter sa feuille de route devant l'Assemblée, il faut que ce soit une réalité. Lorsque le discours de politique générale du Premier ministre doit être fait, il faut que ce soit une réalité. Il faut qu'il y ait des débats derrière. Il est temps qu'on puisse d'abord obliger les autorités à respecter la loi, mais à essayer de choisir les meilleurs d'entre nous. Tant qu'on ne va pas mettre franchement des garde-fous pour que n'importe qui ne puisse pas se présenter à une élection ou accepter une nomination, nous n'irons nulle part. Le pays, la première économie du monde, même lorsque le président Obama choisit Moïse Silla, il est obligé de passer devant le Sénat pour qu'on voit est-ce qu'il est bon pour le pays. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on en arrive là. Parce qu'à regarder la configuration de la présidentielle, sur les 24 candidats, si ce travail avait été fait, ben, on aurait eu moins de candidats. Si on avait fait ce travail sur la liste présentée par les partis pour les législatives, on aurait eu... En tout cas, il est temps qu'on mette en place vraiment une politique qui aille dans le sens de la méritocratie pour que la Guinée tourne le dos à la médiocratie. Merci, Monsieur le Président. Aimables téléspectateurs, voilà comment prend fin cet entretien. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, passez une excellente soirée sur Espace TV.